comment est-ce qu'on bâtit un État sur des ruines. Mais attention, je ne parle pas juste de reconstruction. Je parle de le concevoir, de l'élaborer de A à Z comme une structure temporaire, un bouclier. C'est ça l'histoire fascinante de la naissance de l'Allemagne de l'Ouest. Pas vraiment une nation souveraine au départ, mais plutôt un projet d'ingénierie, un projet provisoire pensé pour résister aux pressions de la guerre froide. Imaginez la situation en 1945, après la capitulation. C'est presque surréaliste. Sur le papier, l'Allemagne existe toujours, mais en pratique, il n'y a plus rien. L'appareil nazi est détruit, l'armée est dissoute, le gouvernement n'existe plus. C'est littéralement une coquille vide, un état fantôme. Et c'est ce vide absolu qui va préparer le terrain pour un défi d'ingénierie politique complètement inédit. Et bien sûr, dans ce vide, la nature a horreur du vide, une nouvelle pression géopolitique monte en puissance. La menace soviétique à l'Est change radicalement la façon dont on voit l'Allemagne. L'ennemi d'hier doit devenir un rempart. La partie ouest de l'Allemagne doit devenir un tampon, un État stable, démocratique. L'urgence, ce n'est plus seulement de dénazifier, c'est de construire un contrepoids. Et vite. Alors, la solution des Alliés, elle est directe. On pourrait même dire qu'elle est brutale. En juillet 1948, ils convoquent les ministres-présidents des régions de l'Ouest. Et ce n'est pas une suggestion qu'ils leur font, non, c'est un ordre. Ils leur tendent les documents de Francfort qui disent en gros créer un État ouest-allemand, convoquer une assemblée pour écrire une constitution et accepter notre supervision. L'impulsion ne vient pas du peuple allemand, c'est une commande géopolitique, point. Et là, c'est le dilemme. Un dilemme absolument insoluble. Les dirigeants allemands sont complètement coincés. S'ils obéissent, ils actent la division de l'Allemagne avec une constitution dictée par l'étranger. Mais s'ils refusent, c'est le chaos. Et ils peuvent dire adieu à tout espoir de regagner un jour la moindre souveraineté. C'est un vrai paradoxe. Comment est-ce qu'on peut créer la loi suprême d'un peuple libre quand ce peuple, justement, n'est pas libre ? C'est la question fondamentale, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est seulement possible de concevoir les bases d'une démocratie sous la contrainte ? N'est-ce pas une contradiction totale ? Eh bien, la réponse des Allemands ne va pas être un non franc, mais plutôt un « voyons voir comment on peut faire ça ». Et leur solution, c'est une pure merveille d'acrobatie juridique et, disons-le, sémantique. Au lieu de dire non, les Allemands ont complètement réécrit les termes du contrat. Les Alliés demandent un État, non, ce sera un fragment d'État provisoire. Ils demandent une constitution, non, ce sera une loi fondamentale. Pas de vote populaire qui risquerait de sceller la division pour toujours, non, une simple ratification par les parlements régionaux. En gros, ils obéissent à l'ordre, mais ils le vident de tout son caractère permanent. C'est juste brillant. C'est Carlo Schmid, l'un des pères de cette loi fondamentale, qui a le mieux résumé la stratégie. La nuance est énorme. Organiser, c'est une tâche administrative, temporaire. Construire, ça implique quelque chose de permanent. C'était leur façon de dire « Ok, on joue le jeu, mais on n'accepte pas la finalité que vous essayez de nous imposer ». Et cette idée du provisoire, elle a été gravée dans l'ADN même de la loi fondamentale. On peut la voir à travers 3 principes de conception clés. D'abord, elle était spatialement ouverte. La porte restait toujours ouverte pour l'Est. Ensuite, elle était temporellement limitée. Elle était conçue pour disparaître le jour de la réunification. Et enfin, son pouvoir était dérivé. Tout ça ne tenait que par le bon vouloir des puissances occupantes. On entre alors dans ce qu'on pourrait appeler l'atelier de conception de l'État. Ce document de 95 pages a été élaboré en mélangeant 3 ingrédients principaux. Il y avait bien sûr les exigences des Alliés, mais il y avait aussi les leçons terribles tirées de l'échec de la République de Weimar. Et enfin, les contraintes que les Allemands s'étaient eux-mêmes imposées pour que tout ça reste provisoire. Et la plus grande leçon de Weimar, c'est peut-être cette inversion totale du rapport de force entre l'État et le citoyen. Sous Weimar, c'est l'État qui accordait les droits, ce qui veut dire qu'il pouvait aussi les reprendre. Le nouveau modèle, le modèle de Bonn, est pensé comme un bouclier. Il part du principe que la dignité humaine est un droit fondamental, au-dessus de tout, qui contraint l'État. L'État n'est plus le maître des droits, il est à leur service, il est leur protecteur. Tout ça nous amène à un concept d'ingénierie politique absolument central, la démocratie défensive. L'idée est simple, mais révolutionnaire. Une démocratie ne doit pas être une victime passive de ceux qui veulent la détruire. La loi fondamentale a donc été délibérément conçue avec des mécanismes de protection interne pour empêcher qu'un mouvement comme le nazisme ne puisse plus jamais utiliser les outils démocratiques pour anéantir la démocratie. Le mécanisme de sécurité ultime, le véritable coffre-fort constitutionnel, c'est ce qu'on appelle la clause d'éternité. C'est le cœur du réacteur. Elle grave dans le marbre que les principes fondateurs, la dignité humaine, l'état de droit, la séparation des pouvoirs, ne peuvent tout simplement jamais être modifiés. Même une majorité écrasante au Parlement ne pourrait pas, légalement, toucher à ça. Le système est conçu pour être dictatorship-proof. Pourtant,
En mai 1949, quand la loi fondamentale entre en vigueur, la réalité est assez amère. Oui, le nouvel État est né, mais il n'est pas libre, pas du tout. Les Alliés gardent un contrôle énorme. Pas de politique étrangère, pas d'armée, un droit de veto sur les lois. C'est une souveraineté sous très haute surveillance, ce qui ne fait que renforcer ce statut précaire et résolument provisoire. Au final, tout ce processus, c'est un peu une dialectique. La thèse, une défaite totale, un diktat étranger. L'antithèse, la défiance subtile, juridique, intellectuelle des Allemands. Et la synthèse, un fragment d'État, conçu pour être tellement libre et blindé à l'intérieur qu'il finirait par survivre à ses propres gardiens. Et c'est là qu'on touche à la plus belle ironie de cette histoire. Cette solution de fortune, ce bouclier temporaire qui devait durer quelques années à peine, s'est révélé incroyablement robuste, tellement bien conçu qu'il a traversé toute la guerre froide. Et en 1990, au moment de la réunification, au lieu de tout jeter pour écrire une vraie constitution, l'Allemagne unie a décidé de l'adopter. Le provisoire est devenu permanent. Ça nous laisse avec une question assez fascinante. Est-ce que parfois, les contraintes les plus dures ne nous forcent pas à trouver les solutions les plus intelligentes et au final, les plus durables? Une construction pensée comme temporaire, mais conçue pour résister à toutes les tempêtes, n'est-ce pas, au fond, supérieure à un grand projet pensé pour durer l'éternité? C'est une leçon de design qui va bien au-delà de la politique.